Bonjour, dans cette session sur les aliments du futur, nous allons faire une petite incursion dans le passé afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs. Quand on parle de conservation des vins, il est toujours déplaisant d'ouvrir une bouteille et de se rendre compte qu'elle se trouve finalement être oxydée. Certains parleront de goût de vin vieux, d'autres parleront d'oxydation prématurée. Est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de l'ouvrir? Tout ceci est lié à une question de transfert d'oxygène au niveau du bouchon. Travaillant sur les emballages, il était naturel pour moi de regarder de plus près l'emballage de ce produit si particulier qu'est le vin. Si particulier, car c'est bien le seul qui n'a pas encore de date de péremption. L'emballage du vin côté verre, très étanche. Côté bouchon, eh bien, personne ne s'était posé la question. Étonnant, alors que l'on utilise le liège depuis des centaines d'années pour le bouchage des vins, on n'avait encore jamais posé la question sous cet angle-là, et les mesures ne sont pas si faciles que cela. On a bien dit liège ici, car 2/3 des bouchons actuellement utilisés pour le bouchage des vins sont à base de liège. Et sur 18 milliards de bouchons utilisés dans le monde à l'heure actuelle, ça fait déjà beaucoup de bouchons à base de liège. C'est donc un sujet sur lequel nous avons travaillé ici depuis environ une dizaine d'années au sein de l'UMR-PAM. Et donc en bon scientifique, on a placé le bouchon sous microscope afin de pouvoir mieux l'observer et mieux comprendre sa structure. Alors, sous le microscope, ou presque, puisque ce que l'on peut voir ici sur l'animation en haut à droite, c'est une reconstruction 3 dimensions du bouchon et surtout de l'intérieur du bouchon obtenue par imagerie de rayons X. Ici, la même technique que quand on a passé une radiographie X à l'hôpital. Et en prenant beaucoup de radios tout autour du bouchon, on peut alors reconstruire une image 3D du bouchon. Et ce qui est intéressant ici, par rapport au liège, c'est sa structure, puisqu'il est traversé de tout petits canaux d'environ 1 mm de diamètre. Point important, c'est que ces canaux, ce qu'on peut voir ici, ne sont pas interconnectés, donc ce ne sera pas le chemin qu'emprunte l'oxygène pour rentrer dans la bouteille. Si on regarde encore d'un peu plus près, cette fois avec un microscope capable de détecter la fluorescence, donc c'est l'image que l'on va obtenir en bas à droite, on retrouve les cellules très particulières du liège, qui sont en forme d'hexagone, ou aussi décrites sous forme de nid d'abeille, et des cellules bien plus épaisses qui sont en bordure des lenticelles, donc ces petits canaux que l'on voyait précédemment sur la reconstruction précédente. On a bien dit ici cellule, et pour revenir un peu sur l'histoire, le mot cellule vient de la première observation du liège à l'aide des premiers microscopes dans les années 1600, puisqu'on a affaire ici à des éléments assez importants, et le mot cellule donc, a été ensuite utilisé pour décrire l'unité de base du vivant. Donc 10 micromètres, vous voyez l'échelle, donc on a des cellules qui font environ 50 micromètres de dimension caractéristique, qui étaient déjà facilement observables sur les premiers microscopes de l'époque. Et entre ces cellules, donc, qui forment des alvéoles en nid d'abeille, on peut encore zoomer avec de plus gros microscopes, et on obtient la dernière image que l'on peut voir au niveau de la loupe, et on peut découvrir à l'intérieur de la paroi des cellules des canaux qui cette fois font environ 100 nanomètres de diamètre. Donc des canaux extrêmement petits. Ici, on est sur une dimension 10 000 fois plus petite que le millimètre. Mais au cours du développement du liège, ces canaux vont se retrouver bouchés et l'oxygène ne peut donc pas y passer. Et la question, mais où passe donc l'oxygène? Je vous laisserai donc découvrir la réponse dans notre prochain article qui va sortir ce mois-ci dans la revue de Nature Science of Food.